Salut à tous, c'est Halloween. Est-ce que vous avez peur des fantômes? Difficile à dire, n'est-ce pas? Il en existe des centaines de fantômes. Des gentils comme des méchants, des mignons comme des effrayants. Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'un film où les fantômes ne sont pas forcément très beaux, mais ne font pas non plus très peur. Aujourd'hui, on va parler de SOS Fantôme. Alors, éteignez la lumière et installez-vous, la séance va commencer. Pour parler de SOS Fantôme, il faut revenir en arrière. Loin en arrière. En 1959 est fondé à Chicago le Second City, un cabaret où jouera une troupe de comiques. Dans les années 70, une nouvelle troupe vient remplacer l'ancienne, avec notamment Dan Aykroyd, venu de la troupe du Second City de Toronto, John Belushi, John Candy, Harold Ramis et Bill Murray. Dans la troupe de Toronto, on retrouvera également John Candy, mais également Rick Moranis. Souvenez-vous bien de tous ces noms, on va en avoir besoin plus tard. Bien. Tout commence lorsque le réalisateur Ivan Reitman propose à Aykroyd le rôle de Ford Perfect pour son adaptation du guide du voyageur galactique. Ce dernier en profite donc pour proposer une idée de scénario, l'histoire de chasseurs de fantômes du futur qui voyagent dans le temps. Reitman n'aime pas trop le côté sérieux, et avec l'aide de Harold Ramis, un nouveau scénario est écrit dans le présent, à New York, pour éviter que ce soit trop cher à produire. Une équipe est trouvée avec, reprenez les noms, Aykroyd en Ray, Belushi en Peter, le flic de Beverly Hills en Winston, et Julien Lepers en Egon, ainsi que John Bonbon en Louis Tully. Et là, normalement, si vous avez tout bien écouté, vous vous demandez ce que Eddie Murphy vient faire là. Eh bien, il était recruté dans la troupe de l'émission NBC's Saturday Night, connue depuis 1980 sous le titre Saturday Night Live, ou SNL pour les adeptes. Tout aurait pu aller comme ça, mais c'est là que les ennuis commencent. Belushi meurt en 82. Eddie Murphy part justement faire le flic de Beverly Hills, et la volonté de John Candy de faire de lui un Allemand fut assez mal prise, et il sera donc remplacé par Rick Moranis. Une nouvelle équipe se forme donc avec Ernie Hudson, lui aussi du SNL, pour jouer Winston, Bill Murray accepte de jouer Peter à la condition que la Columbia produise son prochain film, et Ramis est pêché à la dernière minute pour jouer Egon. Attends quoi? Il est passé où Michael Keaton? Bon bah, pas de Bruce Wayne. Le tournage commença, la plupart des scènes étant quasiment totalement improvisées, comme la scène de la fête de Louis, où la célèbre réplique « On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul !» qui fut remplacée dans la version télévisée américaine par une autre prise parce que c'est mal vu là-bas de dire cul à la télé. Une promo gigantesque fut mise en chantier, avec une pub à la télé et un numéro à appeler avec la voix des acteurs, la voiture Ecto One qui circulait dans les rues de New York, et surtout la fameuse chanson Who You Gonna Call de Ray Parker Jr., qui lui causera quelques soucis judiciaires pour plagiat. Le scénario du film, quant à lui, est simple. 3 chercheurs en parapsychologie, Peter Venkman, Egon Spengler et Raymond Stantz, démarrent une entreprise de chasseurs de fantômes après avoir été témoins d'une apparition surnaturelle à la bibliothèque de New York. Au début, les affaires sont difficiles. Les Ghostbusters démarrent avec pas un sou dans des locaux, disons, passables. La ville devrait démolir ce truc pour insalubrité. Il y a un haut degré de vétusté, toute la charpente va s'effondrer, l'électricité n'est pas aux normes et est complètement insuffisante pour nos besoins en énergie. Quant au quartier, disons-le carrément, c'est la zone. Une voiture. Bon, pour changer la suspension, les pare-chocs, les freins, enfin les plaquettes de frein, la boîte, l'arbre à cam et... Et c'est combien? Grosso modo 4 briques. Faudra peut-être prévoir aussi les segments, les joints de culasse. Et une clientèle. Janine, des coups de fil? Aucun. Des messages? Aucun. Des clients éventuels? Aucun, monsieur Venkman. Aucun jusqu'à l'arrivée de Dana Barrett, qui a un chien dans son frigo qui dit Zool. Elle demande donc de l'aide à Peter. Je vais ramener mademoiselle dans son appartement et lui faire une fouille complète. Une fouille complète de son appartement. Il y trouve absolument rien et la drague avant de se faire remballer. Tout semble perdu. Les 3 amis mangent leur dernier repas quand soudain... On a un client! Annabelle! Il s'agit de l'hôtel Sedgwick, qui appelle pour se débarrasser de Bouffe-Tout, un corps astral de type 5 particulièrement glouton et gluant. C'est alors le début de la réussite pour les 3 compères, puisque les apparitions se multiplient, l'équipe accueillant même un nouveau venu en la personne de Winston Zeddemore. Mais cela les inquiète quand même. La chambre de confinement commence à se remplir et il y a de plus en plus de fantômes qui apparaissent. Bien, disons que ce petit cake représente la quantité normale d'énergie psychokinésique dans le secteur de New York. Selon l'analyse de ce matin, notre petit cake va atteindre 12 mètres de long pour un poids de 300 kilos au bas. C'est un sacré petit cake.
En plus, Walter Peck, Penn en VF, un agent de la protection de l'environnement, vient chercher des noix à nos héros. Pour ne rien arranger, Dana se fait enlever par son fauteuil et Louis Tully, un voisin peu dégourdi de Dana, se fait manger par une gargouille. Peter, qui avait rendez-vous avec Dana, la retrouve possédée. Est-ce vous le maître des clés? Oui. Oui, enfin, c'est un copain, mais on a rendez-vous chez vous. C'est quoi déjà votre nom? Je suis Zoul, le cerbère de la Grande Porte. Ah. La métaphore est subtile, tandis que Louis, possédé par Vince Clorto, El Famoso maître des clés, est amené à la caserne de nos héros. Celui-ci parle à Egon de Gozer le voyageur, maître du fameux Zoul. Le mystère s'épaissit donc, et c'est évidemment le moment que choisit Walter Peck pour venir enquiquiner nos héros en leur coupant l'électricité. Résultat, la grille de confinement explose et les morts-vivants envahissent New York, tandis que les casseurs de fantômes sont envoyés en prison. Heureusement, nos héros se rendent compte que c'est quand même bien la baise, que l'immeuble de Dana est un véritable aimant à fantômes conçu par un adepte fou de Gozer dans le but de l'amener purger le monde. L'immeuble entier est une gigantesque antenne superconductrice qui a été conçue et construite uniquement dans le but d'attirer et de concentrer toutes les perturbations paranormales. Et ils en touchent deux mots au maire qui accepte de leur laisser le bénéfice du doute parce que l'apocalypse c'est pas rien, tandis que Dana et Louis se retrouvent. Les chasseurs se font escorter jusqu'à l'immeuble pour l'affrontement final, après quelques escaliers. Où on en est là? À mon avis, entre 10 et 20, quelque chose comme Ah bon. ça. Quand on arrivera au 20e, tu me le dis. Je gerberai un bon coup. Ils arrivent enfin à l'appartement de Dana qui a vu apparaître la porte des enfers avec en son centre Gozer qui nous donne un petit aperçu de ses pouvoirs. Le dieu sumérien disparaît ensuite face aux attaques de nos héros avant de leur demander de choisir la forme de leur destructeur. Et donc là, forcément, raisonnement logique. Oh, ça y est, oui, ça y est, j'ai compris. Affûté et astucieux. Si par hasard on pense à Staline, par exemple, hein, et ben Staline, il va apparaître et nous détruire, d'accord? Alors faites-le vide en vous. Allez, videz-vous la tête, ne pensez à rien, c'est notre seule et dernière chance, attention. Et évidemment, ça a fait j'boum là-dedans. Ça a fait j'boum là-dedans. Ça a fait j'boum là-dedans. Quoi? Qu'est-ce qui a fait j'boum là-dedans? Une mascotte d'une marque de marshmallow géant apparaît, détruisant tout sur son passage. La créature est imbattable, impossible de lui griller la gueule. Zut, flûte, caca boudin. Une seule solution, croiser les effluves. Excuse-moi, Egon, t'as dit que croiser les effluves, c'était mal. Il a dit ça? Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi? Ce serait mal. Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal? Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Et ça, c'est mal? D'accord, ouais, c'est capital comme tuyau. Merci, Egon. Donc ils croisent les effluves et... Bon bah ça a pas marché. Non, je déconne. Ils font tout péter, une pluie de guimauves s'abat sur New York et le monde est sauvé. Le film est évidemment un énorme succès partout dans le monde, récoltant quasiment 300 millions de dollars pour un budget de 30 millions. New York sera la seule ville où il réalisera un score moyen, des tournages bien souvent sans autorisation de la ville et la promo envahissante du film ayant gavé les New-Yorkais qui préférèrent aller voir Gremlins. Et devant ce succès phénoménal, pas étonnant qu'on ait eu droit à des adaptations en jeux vidéo. Bah oui, sinon je ferais pas une séance dessus. Peu de jeux ont cependant été adaptés du premier film, à croire que le deuxième avait plus de matière pour. Ce qui est pas forcément faux. Mais c'est aussi et surtout parce que Activision nous a bourré exactement le même concept long et chiant sur toutes les consoles de l'Atari 2600 à la Master System et la NES. Cependant à côté de tout ça, plutôt 6 ans plus tard, soit 1 an après le deuxième film, ce qui est étrange quand on y pense, mais soit, un jeu est développé de manière totalement indépendante de la version de Activision sur Mega Drive. Édité par Sega et développé par Compile, qui est apparemment connu pour avoir développé les Puyo Puyo de 1991 à 2000, ce jeu nous permet d'incarner les 3 chasseurs de... 3 ? Il est où Winston ? Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. C'est un run and gun tout ce qu'il y a de plus classique. Chaque personnage se distingue par 2 caractéristiques, sa vitesse et son endurance, qui correspond en fait à ses points de vie et sa distance de tir. On a accès, comme pour la version Activision, à non pas 1 mais ici 2 magasins pour acheter des armes et des équipements. Ce qui est bizarre d'ailleurs. Je veux bien croire qu'en 1985 on trouve du plutonium chez le droguiste du coin, mais du matériel spécifique à la chasse aux fantômes, ça me paraît plus dur à se procurer.
On a également accès à 4 niveaux de plus en plus durs dont la difficulté est symbolisée par la taille de la maison. Lorsqu'on entre dans la maison, le nombre de fantômes à attraper pour pouvoir accéder au boss est affiché et il faudra alors fouiller la maison à la recherche de ces mini-boss, trouver leurs points faibles, les vaincre et ensuite les ramener jusqu'au piège à fantômes avec les flux de capture. Si on réussit, ça nous fait de l'argent en plus pour les magasins, et si on échoue, eh bah c'est pas grave. Il faut ensuite trouver le boss et le vaincre pour récupérer un morceau d'une plaque de pierre qui ressemble quand même grave à un petit écolier et terminer le niveau. Une fois les 4 niveaux terminés, le niveau final se débloque et après une purge de difficulté, on affronte le Bibendum Chamallow, qui ici n'a rien à voir avec Gozer, mais juste un mec mort parce qu'il a trop bouffé de chamallow. En bref, ce jeu est loin d'être mauvais. Les graphismes sont cool, la zik c'est de la Mega Drive, mais le vrai problème vient de la difficulté et des contrôles trop rigides. Les hitbox sont trop exigeantes et l'impossibilité de tirer en diagonale en avançant ou de se retourner en rampant le rend quasiment pas terminable. À ne conseiller donc qu'aux fans de l'univers de SOS Fantôme. Et pour les autres, il serait préférable de s'essayer au jeu de 2009, écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis, et considéré par ce premier comme le 3e épisode de la saga. Les acteurs originaux ont même doublé leurs personnages, et en VF, les doubleurs sont également conservés, à l'exception de Venkman. En bref, un must-have de la licence tant dans sa version cartoon que dans sa version réaliste, même si assez linéaire. Voilà, cette séance est terminée, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et surtout à la partager, à vous abonner pour ne pas louper ma prochaine vidéo, et à me proposer une licence pour la séance de Noël. Tchou tchous!